Merci pour votre patience. Bon, je vais faire court. Je vais passer le micro à Dr Aissaoui, qui est le président de l'Alliance française. Voilà. Bonsoir, marhaba bikoum, bienvenue. En tant qu'association de droit tunisien qui fait la promotion de la francophonie, on ne pouvait pas rendre un hommage à un essayiste et un écrivain tunisien et français. Je vais laisser bien sûr les spécialistes que vous êtes parler de tout ça. Je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue, m'excuser pour ce retard, bien évidemment, dépendant de notre volonté. Laisser la Rafifa, Sissenir et notre ami Hatem nous parler un peu de ce personnage. C'est Hatem. Merci donc, c'est le président de l'Alliance française Tunisie qui vous accueille. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir également au nom de l'Alliance française aujourd'hui. Nous allons avoir l'occasion de rendre hommage à Albert Memmi en tant que premier écrivain francophone tunisien et beaucoup plus d'autres choses que cela. Et nous allons pouvoir le faire en compagnie de deux éminents spécialistes, en tout cas de chercheurs qui, parmi les chercheurs tunisiens, ont été non seulement les premiers, mais probablement ceux qui sont le plus allés en profondeur dans leur connaissance de l'œuvre et leur connaissance de l'homme. Et nous allons bien entendu découvrir cela à travers les prises de parole de Samir Malzoukli et de Rafifa Malzoukli. Samir Malzoukli commencera le premier avec des propos introductifs suffisamment larges pour ouvrir des perspectives à Rafifa Malzoukli, qui ensuite nous parlera d'œuvres moins connues d'Albert Memmi ainsi que de certaines citations qu'elle va présenter et en même temps commenter. Et puis pour terminer, je vous présenterai quelques extraits de Testament insolite, l'un des ouvrages d'Albert Memmi. Testament insolent, voilà. Alors on donne tout de suite la parole à Samir Malzoukli. Merci beaucoup Hatem. Je ne vais pas être très long puisque nous sommes déjà au-delà du début de l'heure annoncée. Je m'excuse également auprès de ceux qui m'ont déjà écouté parler à la Bibliothèque nationale parce que certaines choses seront forcément répétées, puisque je vais m'en tenir à certaines généralités, je dirais, même si je voudrais donner à cette évocation d'Albert Memmi un caractère très personnel. Albert Memmi est quelqu'un sur lequel nous avons travaillé, ma femme et moi, mais c'était surtout quelqu'un que nous connaissions bien et que nous avons souvent, à qui nous avons souvent rendu visite chez lui, que nous avons rencontré lors de colloques, de réunions, etc. Et ça s'est fait sur, on va dire, une quarantaine d'années. Donc cela fait longtemps que nous le fréquentons et nous avons pour lui une affection très grande. Comprenez donc que le fait que nous ayons appris sa mort cette année nous a profondément touchés, je dirais même affectés. Personnellement, j'ai travaillé sur l'œuvre d'Albert Memmi, donc j'ai fait quelques dizaines de communications, parues dans des collectifs ou d'articles dans des revues scientifiques en Tunisie ou en France. Et j'ai écrit avec Rafifa Malzoukli donc un livre à deux mains, Individus et communautés dans l'œuvre littéraire d'Albert Memmi, qui a été publié en France et qu'il a accepté de préfacer. J'ai eu la chance de le rencontrer avec Rafifa à la fin des années 80 et nous sommes restés en relation épistolaire. Nous avons beaucoup de lettres d'Albert Memmi parce qu'il aimait bien écrire. C'était un homme du passé, hein, c'est Internet et tout ça, ça ne lui disait pas grand-chose. Et puis, comme je l'ai dit, nous le rencontrions chaque fois que l'un de nous passait à Paris ou que nous y allions tous les deux. Et puis, je l'ai invité en Tunisie quand j'étais directeur de l'école normale supérieure. Et il est venu donc pour une série d'activités, un colloque, des conférences, un entretien avec le public,
qui a été publié d'ailleurs dans notre livre, donc dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis chaque fois que nous faisions une communication à Paris sur son œuvre, il était toujours dans la salle. Jusqu'aux dernières années, puisqu'il a fait une chute donc, qui l'a empêché de se déplacer. Il sortait plus beaucoup durant les quelques dernières années. Je voudrais dire quelque chose parce que c'est un homme qui aimait la Tunisie, qui était passionné de la Tunisie. Donc, cette passion du pays qu'il avait, cette passion, comme toutes les passions, était un peu ambivalente. C'est-à-dire que autant il adorait le pays, autant il pouvait être critique à son égard ou à l'égard des Tunisiens, qu'il considérait comme des frères. Contrairement à ce que dit une chercheuse qui s'appelle Brosgal et que soutient Guy Dugas, qui est le plus grand spécialiste d'Albert Memmi au monde, mais qui est plus, je dirais, un érudit qu'un lecteur pertinent. Contrairement à ce qu'ils disent tous les deux, son œuvre est éminemment autobiographique. Ce que dit par exemple Guy Dugas, qui est un collègue et un ami, c'est que Agar, par exemple, n'est pas autobiographique parce que le couple d'Agar finit par se séparer, alors que le couple Albert Memmi et sa femme ne se sont jamais séparés. Mais l'autobiographie, ce n'est pas une photocopie exacte du réel. L'autobiographie, c'est l'existence d'éléments autobiographiques dans le livret. Agar, c'est l'histoire du couple Memmi. La statue de sel, c'est l'enfance, l'adolescence, la prime jeunesse d'Albert Memmi. Le pharaon, c'est le départ d'Albert Memmi de Tunisie, le choix du départ, etc. etc. Donc, l'œuvre était autobiographique et je voudrais justement parler de cet aspect très rapidement en insistant sur son rapport à la Tunisie, son rapport au pays. Je rappelle à ceux qui sont plus jeunes, qui ne connaissent pas bien, qu'il est né à Tunis en 1920, il y a 100 ans, en passe Tronja, aux confins de la Hara, qu'il a vécu successivement avenue de Londres d'abord, puis à Mutuelleville après son retour en Tunisie à la fin de ses études. Il a fait ses études à l'Alliance israélite, puis au lycée Carnot, puis à la fac d'Alger, et puis à la Sorbonne. Il a été en Tunisie surveillant, puis professeur de philo, et puis il a commencé à donner quelques cours, ce qu'on appelait l'Institut à l'époque, et puis après il est parti en France où il a été prof d'université, notamment à Nanterre. Sa langue maternelle, c'est l'arabe tunisien, le dialectal. Ce que les jeunes maintenant ne savent pas, c'est que les juifs de Tunisie avaient pour langue maternelle l'arabe. Quand j'ai amené Albert Memmi à mes étudiants pour qu'ils discutent avec eux, il a commencé à leur parler arabe, tunisien. Et ils étaient estomaqués parce que je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à ce qu'il leur parle français, certainement. Peut-être hébreu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il leur a parlé arabe. Et je dois dire que ses parents ne parlaient que l'arabe. Ils ne parlaient que cette langue. Donc, il le dit lui-même, ma mère ne parlait que l'arabe tunisien. Une question est souvent agitée à propos d'Albert Memmi, c'est son départ de la Tunisie. Pourquoi il est parti? Alors qu'il il soutenait les indépendantistes. Et il a été dans le comité de rédaction du grand journal, donc l'Action, si l'on veut, à l'époque, enfin l'Action qui est devenue après le Jeune Afrique en France. Et
c'est par la suite qu'il va écrire Portrait du colonisateur et Portrait du colonisé, mais c'est quelqu'un que l'on compare à Frantz Fanon, par exemple, pour ce qui est du positionnement anticolonialiste. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est parti parce que la Tunisie a eu son indépendance. Pourquoi est-il parti? C'est une des questions qu'on lui a posées. Moi-même, j'ai écrit un article intitulé « Pourquoi Armand Gozlan est-il parti ?» Armand Gozlan, c'est le héros du Pharaon, qui est donc son troisième roman. Je vais parler de cela assez rapidement, mais je voudrais quand même rappeler qu'il n'est devenu français que tardivement, parce que quand il est parti, donc quelques mois après l'indépendance, il n'a pas demandé la nationalité française. Il a mis un certain temps à la demander. Il explique lui-même d'ailleurs, en parlant de pudeur. C'est par pudeur que je ne l'ai pas demandé au début. Et ensuite, on ne la lui a pas accordé facilement. Donc il a dû attendre plusieurs années avant d'avoir la nationalité française. Je voudrais préciser, parce que nous vivons dans une époque, à une époque différente, qu'à l'époque, quand un Tunisien demandait la nationalité française et qu'il l'obtenait, il perdait sa nationalité d'origine. Et pour le cas d'Albert Memmi, quand il est revenu en Tunisie, donc plus régulièrement sous Ben Ali, on lui avait promis de lui redonner la nationalité tunisienne et il en était très heureux. Mais ça ne s'est jamais fait. En tout cas, je dirais qu'il n'avait pas besoin d'avoir la nationalité tunisienne pour être tunisien. Quand on va chez lui, et nous allions souvent chez lui, il y a sa maison donc, qui est rue Saint-Méry, et au-dessus de la maison, il y a une espèce de mansarde qu'il a aménagée en bureau. C'est là où il travaillait, c'est là qu'il y a ses archives, c'est là que Guy Dugas a passé l'essentiel de sa vie. Dans cette mansarde est un coin de Tunis. Tout ce qu'il y a dans ce bureau est tunisien. De l'ameublement jusqu'aux tapisseries, jusqu'au tout, absolument tout. C'est vraiment un coin de Tunis. D'ailleurs, certaines photos qui ont circulé le montrent. Donc il avait un attachement particulier à la Tunisie. Il a écrit notamment, moi je trouve cette phrase rend vraiment compte de ce qu'il est, de ce qu'il pensait, de ce qu'il ressentait pour la Tunisie. Il a écrit dans Le désert, « Ce pays dont je suis », à propos de la Tunisie, hein, où je me suis toujours senti en exil. Ce pays dont je suis, hors duquel je serai toujours en exil. C'est ça l'ambivalence de cette relation à la Tunisie. Si on a le temps, on en parlera plus longuement, peut-être pendant la discussion. Dans Le désert, d'ailleurs, le rêve du personnage principal, c'est d'être enterré dans son pays natal, qui est la Tunisie, bien sûr, le personnage du désert étant encore un autre avatar d'Albert Memmi. Joubaïr el-Memmi. Je voudrais dire quelques mots très rapidement du Pharaon, pour lequel j'ai une passion personnelle. Je trouve que c'est un roman qui dit énormément de choses sur Albert Memmi. Le Pharaon, ça se passe à la fin du protectorat, au début de l'indépendance. Et la grande question du Pharaon, c'est le départ. Le départ en France. Par le Pharaon, Albert Memmi essaie d'expliquer pourquoi il est parti en France, pourquoi il a quitté la Tunisie. Albert Memmi, donc, je dis Albert Memmi, en fait, je parle du personnage, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment très autobiographique. Le personnage s'appelle Armand Gozlan, le Pharaon, dit le Pharaon. Dans le Pharaon,
Albert Memmi s'amuse un peu parce que dans la statue de Sète, que beaucoup d'entre vous ont lu, qui est son chef-d'œuvre au niveau du roman, dans la statue de Sète, qui est son premier roman et en même temps son texte le plus accompli, le personnage principal s'appelle Alexandre Mordechai Benilouche. Ce personnage, on le retrouve dans le Pharaon. On parle de lui, on ne le voit pas. Armand Gozlan parle de lui avec les collaborateurs du journal nationaliste auquel il collabore et ceux qui... le Pharaon est un roman où on reconnaît pas mal de figures tunisiennes, les gens que Albert Memmi a fréquentés. Par exemple, il y a deux collaborateurs du journal qui s'appellent Bouzid et Bouslema. Et en fait, c'est Béchir Ben Ahmed et Mohamed Ben Smaïl. Donc, Armand Gozlan, Albert Memmi, parle avec Béchir Ben Ahmed et Mohamed Ben Smaïl, avec Bouzid et Bouslema. Il parle de Benilouche, c'est-à-dire du premier avatar d'Albert Memmi dans la statue de Sète. Et alors, les deux Tunisiens musulmans, si l'on veut, critiquent Alexandre Benilouche et disent à Armand Gozlan que c'est le seul écrivain convenable du pays, mais il est taxé de sionisme par les deux personnages dont je parle. Ils disent exactement ceci: l'esprit de Benilouche navigue entre Paris et Jérusalem. Et Gozlan répond, donc le personnage principal du Pharaon, répond oui, mais son cœur est ici, comme le mien. Ici, c'est Tunis, bien sûr, la Tunisie. Je vous lis juste deux mots du Pharaon. Armand Gozlan dit ceci: quoi qu'il me soit arrivé depuis, quoi qu'il doive m'arriver, je resterai de ce pays de chaux bleus et de meubles faits main, par la part la plus profonde de moi-même, celle qui buvait avec délice au goulot, sans penser à le nettoyer, de ces bouteilles poussiéreuses, les bouteilles d'eau gazeuse, et qui avalait goulûment ces gâteaux trop sucrés, protégés ou non des mouches par une pauvre vitrine aux planches disjointes. Oui, je suis de ce pays, mais je n'y suis jamais rassuré. Je ne pourrais pas y vivre spontanément comme Bouzid ou Bouslema ou Zohra Bereda. Donc, le Pharaon part. Il part en France. Mais il hésite longtemps à demander la nationalité française qui réglerait ses problèmes quotidiens, par pudeur, explique-t-il, envers les siens. Et parce qu'au fond de lui-même, il espérait retourner un jour dans son pays natal. Je le cite. Ça, c'est dans le texte. D'ailleurs, il y a un parcours d'un personnage secondaire qui est à peu près parallèle au sien. Il s'appelle Mathias. Mathias, donc, qui est français, dit, qui est chrétien, donc, je ne peux vivre nulle part ailleurs, en parlant de la Tunisie. Au besoin, je me ferai musulman. Donc, tous ces personnages-là, si l'on veut, ont un attachement très 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 profond au pays. Mais ils partent, presque tous. Mathias reste, lui. Bon, peu importe. Le frère d'Armand Gozlan, par exemple. Le frère d'Armand Gozlan part en France. Mais s'il ne supporte pas la vie en France, il ne s'adapta jamais à son exil, écrit Albert Memmi, rapidement brisé. Il est mort d'une crise cardiaque comme beaucoup de pieds noirs de son âge. Ça, c'est ce qui arrive au personnage qui est présenté comme le frère d'Armand Gozlan. En réalité, c'est ce qui est arrivé au père d'Albert Memmi. Le père d'Albert Memmi s'est installé en France, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu oublier donc la Tunisie et il est mort. Cette mort est identifiée dans les ouvrages traitant de l'amour courtois. Ça s'appelle la mort du cœur brisé.
Le dernier chapitre, celui qui raconte la sérénité retrouvée du personnage, donc en France, dit également cette souffrance, la souffrance dans la nostalgie du pays natal, qui, en disposant des indices qui révèlent qu'Armand, ayant changé de vie, n'a pas changé de cœur. Il est flatté et réconforté, je le cite, de voir les jeunes Tunisiens à Paris s'adresser à lui comme s'il était leur mandataire naturel. C'était exactement comme ça que ça se passait pour Albert Memmi. Ou même de voir les jeunes gens lui demander son appui contre le régime de Bourguiba, alors qu'il était bourguibiste, qu'il avait été bourguibiste en tout cas. Ainsi, on ne l'avait pas complètement oublié, dit-il. Il a toujours des réactions de Tunisiens, puisque tous les matins, en écoutant la radio, il admire la liberté de parole des journalistes français. Que devant la salade composée qu'il commande boulevard Saint-Germain, 3 feuilles de salade, écrit Albert Memmi, 2 olives, une rondelle d'œuf dur, quelques débris de thon, il se fait la réflexion suivante: pourquoi dans ce pays riche donne-t-on si peu à manger? Et lorsqu'il est envahi par quelque nostalgie, il va dîner chez les restaurateurs de Belleville ou de Montmartre et on rapporte les nourritures de l'enfance. L'expression est de lui. Boutargues diverses, olives noires et vertes cassées, oranges maltaises, figues sèches enfilées sur des ficelles de raffia, gâteaux ruisselants de miel et d'huile qui lui donnent des lourdeurs d'estomac et le dissuadent d'y retourner pour un temps. Pour un temps seulement, ajouterions-nous, comme s'abstiennent le buveur et l'amoureux. Ils ne peuvent pas s'abstenir de la boisson et de l'amour. Le buveur et l'amoureux étant bien sûr un titre d'Albert Memmi, c'est le titre d'un ouvrage d'Albert. Je finis rapidement par dire un mot simplement, et peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure, de 2 malentendus profonds qu'il y a en Tunisie concernant Albert Memmi. Le premier malentendu, et on l'a vu dans tout ce qui a été écrit dans les journaux, etc. Je suis très heureux personnellement qu'il y ait eu tant de belles choses écrites, parce qu'il y a eu pas mal d'articles intéressants de gens, de Tunisiens vivant à l'étranger, vivant en Tunisie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit, par exemple, parce que là tu as cité un texte d'Albert Memmi qui est fondamental, je crois qu'il le résume. Si on avait le temps, on le... Mais il y a eu aussi quelques bêtises qui ont été écrites. Bon, c'est des choses qui arrivent. Malgré tout, nous avons été les premiers en Tunisie à lui rendre hommage, avant la France. Mais il y a un profond malentendu entre la Tunisie et la France. Ce malentendu est lié à deux choses. La première, c'est le départ en France. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte. Et en fait, il est parti, il explique, il a écrit le pharaon, pour moi il a écrit le pharaon pour expliquer le départ, ce qui signifie qu'il n'était pas tranquille avec ce départ le tourmentait. Mais en fait, quand on lui a posé la question, il a donné 2 réponses essentiellement. Il a dit, d'abord, il commençait à être très connu comme écrivain. Et son éditeur lui avait dit, on ne fait pas carrière en Tunisie. Si vous écrivez en français, venez vivre en France, c'est là que vous pourrez faire carrière. Donc ça l'a, disons, poussé à se décider. Et puis surtout, je crois, et il le dit très nettement, parce que c'était un sage, hein, il s'est dit que finalement, le pays allait se fermer sur sa majorité, que le pays allait avoir vis-à-vis des minorités une attitude qui ne serait pas une vraie attitude d'intégration. Et en fait, moi je crois, et je l'ai dit dans un des articles que j'ai écrits, l'article sur le désert, il s'attendait, faisant partie du groupe indépendantiste, disons, faisant partie de ceux qui tournaient autour du Mio Destour, il s'attendait à
être recruté, à avoir un poste, quelque chose qui correspondrait à son besoin, disons, de s'activer en faveur du pays, etc. Et rien n'est venu. Bon, on peut entrer dans les détails parce qu'on sait certains, mais peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il a écrit, il le dit dans ses essais, il le dit dans ses romans, un pays nouvellement indépendant est un pays qui a tendance à oublier ses mineurs, à ne pas trop leur faire un sort, disons, qui serait digne d'eux, en tout cas de leurs élites. Et c'est aussi pour ça. Et enfin, donc, deuxième malentendu, le deuxième malentendu, c'est à propos de ses positions politiques. Parce que là, de façon très nette, je crois qu'on peut résumer, et moi je ne ferai pas ce que j'ai lu dans certains journaux. Il y a des gens qui disent un sioniste, son sionisme, qui n'a jamais varié, etc. C'est faux. C'est faux. Il faut lire ce qu'il a écrit, il faut le suivre, savoir. J'en ai beaucoup discuté avec lui, bien évidemment, étant ce que je suis, lui étant ce qu'il est, on a beaucoup parlé de ça. Mais Albert Memmi a eu un moment, donc, dans sa vie. Bon, évidemment, comme tous certains jeunes juifs, il a adhéré à un petit mouvement sioniste à l'âge de 13 ans, hein, en Tunisie. Mais ça n'a pas duré. Il a toujours soutenu l'existence de l'État d'Israël, c'est un fait. Mais on ne peut pas dire qu'il ait été sioniste. Parce que il faut voir comment, en Israël même, donc, on s'est attaqué à lui pour ses positions qui n'étaient pas jugées très très favorables, etc. Je dirais, moi, qu'il y a eu une période où il a soutenu le sionisme, sans être sioniste lui-même, par attachement à sa judéité. C'était un moment très dur, où il y avait d'énormes polémiques. Notamment, il a eu une grosse polémique avec Abdelkir Khatibi. Et là, bon, comme c'est un polémiqueur impénitent, il y est allé. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Le mot insolent lui va très bien. Hein, et il était même un peu provocateur. Sur ce plan-là, d'ailleurs, j'ajouterais que, bon, comme il était totalement irreligieux, hein, avait absolument aucune foi d'aucune sorte, je veux dire, dans le domaine religieux, hein, c'est un voltairien, hein, donc vraiment, il a écrit le dictionnaire à l'usage des incrédules, c'était un incrédule. Hein. Donc, par exemple, une fois, j'étais avec lui, il y avait un parterre de juifs, donc en France. Et il m'a fait comme ça, il m'a dit, je vais les énerver, tu vas voir. Et il a commencé à parler de la circoncision, pour la critiquer, hein, parce que pour lui c'est une mutilation, etc., etc. Donc c'est un provocateur. Et je pense qu'il y a eu ces 4-5 ans, disons, durant lesquels il y a eu toutes ces polémiques. C'est la période où il a écrit Juifs et Arabes, c'est la période donc où... Mais avec le temps, sa position s'est énormément donc, transformée. Par exemple, il a fait partie de cet aréopage d'intellectuels qui ont parrainé le mouvement La Paix Maintenant. Peace Now, donc la paix maintenant, qui demande la création d'un État palestinien, donc à côté de l'État d'Israël. Et ce positionnement-là, il a toujours, il a eu sur toutes la dizaine d'années qui viennent s'écouler, etc. Ce que je veux dire par là, je m'excuse, j'ai été très long, mais je veux juste dire qu'il faut être nuancé. Il ne faut pas, sans avoir lu, sans avoir examiné les choses, etc., dire un tel, je ne veux pas le lire parce qu'il est ce sioniste, il est ceci, bon, de son propre aveu,
Albert Memmi souligne souvent l'interaction qui soude ses écrits à travers leur variété générique. Voici ce qu'il écrit. Dans les romans, je raconte ma vie. Il n'a pas honte de raconter, Albert Memmi, il n'est pas du tout le romancier à la mode, qui refuse de raconter une histoire, ça fait un peu ancien, classique, etc. Lui, il dit, dans les romans, je raconte ma vie. Dans les essais, j'essaye de la comprendre. C'est donc ma vie, mon expérience vécue, qui donne son unité à mon œuvre. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, à travers cette variété, on retrouve Albert Memmi, on retrouve les mêmes idées, mais exprimées différemment. Dans la fiction, d'une part, et puis dans la théorie, d'autre part. Je voudrais citer cette phrase de Léopold Sédar Senghor, qui rend hommage à la lucidité d'Albert Memmi, c'était le grand écrivain de la situation du colonisé. Et Senghor écrit ceci dans une trilogie des peuples souffrants. Il écrit « J'ai toujours regretté que les intellectuels africains n'eussent pas prêté plus d'attention à l'œuvre d'Albert Memmi. Celle-ci a été, depuis 1955, qui vit la première étape des pays africains indépendants sur la voie de l'indépendance, l'une des œuvres les plus exemplaires, c'est-à-dire l'un des instruments d'émancipation et de création les plus efficaces. C'est le grand Senghor qui dit cela de l'œuvre d'Albert Memmi. Ce que je voudrais faire, c'est à travers des citations, vous donner des exemples de ce qu'est cette œuvre instrument d'émancipation d'une part. Je vais citer le dictionnaire critique à l'usage des incrédules, et puis d'autre part, quelques citations de ces œuvres de création qui montrent le côté délicieux, émotif de l'homme. Bien, donc je vais commencer par le plus rude, le dictionnaire critique à l'usage des incrédules. Voici dans quels termes Albert Memmi présente son dictionnaire, donc que Senghor estime comme un instrument d'émancipation. Enfin, pas le dictionnaire, mais toute l'œuvre. Mais là, j'illustre par le dictionnaire. Albert Memmi écrit ceci: « J'ai voulu mettre à la question quelques-unes des idées qui me servent à penser. Je crois bien qu'à mon tour, je ne m'approuve que dans la distance que je prends par rapport à mes convictions. Il m'aura suffi d'indiquer au lecteur, grâce à un nombre suffisant d'articles, les articles du dictionnaire, une direction générale, une manière d'aborder les problèmes, plus encore que de les résoudre. Bien sûr, quand on lit un dictionnaire, on cherche quoi? On cherche à résoudre un problème, on cherche à trouver des solutions. Lui, il nous dit, mon dictionnaire, je ne l'écris pas pour cela, je l'écris pour poser des questions et non pas les résoudre. Sans tenir, je continue la citation, sans tenir à l'expérience, se contraindre à raisonner, au lieu de céder à ses émotions, à ses préjugés et à la partialité de ses appartenances, ethniques ou nationales, ne pas outrepasser les limites d'une conclusion justifiée par une argumentation, cette rigueur élémentaire. Et en somme, dit-il, modeste, est la condition de tout progrès de l'esprit. Ce dictionnaire est aussi d'une certaine manière mon journal et celui de notre temps. Mais on y verra également l'esquisse d'une philosophie. Disons qu'il s'agit en gros de montrer que l'homme prime sur les mythes et même sur les idées et les groupes. Un tel effort, même dirigé d'abord contre moi-même, écrit Albert Memmi, ne me vaudra pas que des amis. On ne touche pas impunément aux béquilles des gens. Ça résume très bien l'esprit du dictionnaire philosophique.
Et là, toujours dans le dictionnaire philosophique, je cite deux articles, deux petits articles, des extraits bien sûr. Si je prends l'article intitulé, je prends exprès, c'est identité. Vous savez combien ça excite les gens, cette thématique, ce motif de l'identité. Albert Memmi, donc, écrit ceci pour définir ce qu'il appelle, ce dont parlent les gens quand ils parlent d'identité. Il écrit « L'identité culturelle, tout comme l'identité biologique, est un concept douteux. C'est la mémoire qui relie le tout et nous fait croire à une unité homogène. En fait, elle est pleine de trous, l'identité, puisque la mémoire rejette dans les ténèbres ce qui ne lui convient pas. En échange, elle en rajoute. Toute identité est tissée d'imaginaire, de fabulation. Bref, si l'on peut dire, l'identité n'est pas identique. Le mot est trompeur et peut-être faudrait-il y renoncer s'il n'était pas rassurant. Nous devons en tout cas cesser de nous battre pour nos fameuses différences, racines, religions, coutumes, etc. Seuls doivent compter les hommes vivants, souffrant et se réjouissant. C'est ça l'identité pour lui. Elle est humaine, elle n'est pas autre chose. Sinon, dit-il, nous verserons toujours dans quelque idolâtrerie. Vous voyez, c'est toujours, son écriture dans le dictionnaire est une écriture toujours une écriture de la subversion. Elle est sans compromis. Si je termine pour le dictionnaire avec une deuxième citation d'un article intitulé « Intégriste ». Là encore, non. Alors, voici ce qu'il écrit dans l'article « Intégriste ». Ça va vous surprendre. On me dit qu'il ne faut pas mettre dans le même sac croyants et intégristes. Certes, et heureusement. Les intégristes sont des croyants qui veillent à l'intégrité de la tradition et exigent son application intégrale. On peut cependant noter, sans injustice, qu'un intégriste sommeille dans le cœur de la plupart des croyants. Ce qu'il dit, c'est que tout croyant est susceptible, un jour ou l'autre, d'être intégriste. Voilà, parce qu'il y a en nous, quand on a la foi, ben c'est la foi. Elle n'est pas discutable, et donc on attend. On peut un jour devenir intégriste. Donc, par ces citations dans le dictionnaire, je voulais montrer que, comme le dit Senghor, c'est souvent, ces écrits procèdent de l'écriture d'émancipation, une écriture qui se veut efficace, engagée. Ça, j'ai pris des exemples. Maintenant, je vais prendre des exemples de l'autre aspect de son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de création, qui s'impose donc par son esthétique, non pas par les idées, la théorie, mais par son esthétique, la qualité de son émotion et souvent son humour. Et je commencerai par, donc, Agar. Puis je finirai par le militant du ciel. Donc, très vite, je vais citer un passage d'Agar. Donc dans mon puisque je relis toujours, donc mes livres sont toujours en 1000 morceaux. Alors je vais essayer. Donc le problème, il est question, donc le personnage, et puis il s'est marié avec un mari et ils ont un enfant, et la maman, elle doit venir rendre visite, donc la belle-mère va rendre visite. Et ici, ça se passe, donc, la scène se passe chez le couple, et au grand dame de Marie, et je vais vous lire ces passages où il est question de sa mère. Le problème du prénom, providentiellement réglé, le prénom du bébé, faut-il l'appeler le nom du père ou du grand-père, etc., toute cette histoire, ils reportèrent celui de la circoncision à des temps plus propices.
Et dès le retour de Marie et du bébé, ma mère recommença ses visites. Personne d'autre n'osait plus frapper à notre porte et j'allais chez mes parents le moins souvent possible. De temps en temps, vers 5 heures de l'après-midi, on tambourinait avec une timide gaieté contre le portail. Aussitôt naissait l'agacement de Marie. Et malgré moi, je souriais. C'était ma mère. Elle arrivait quelquefois avec l'une de ses sœurs ou de mes tantes paternelles. Elle l'avait rencontrée par hasard, tout à fait par hasard, expliquait-elle avec une inlassable naïveté. Je saute, ça se passe très court. L'inspection, alors sa maman, elle fait le tour de la maison, elle montre à sa sœur les chambres, le bébé, etc. L'inspection terminée, ma mère s'asseyait sur le divan. Elle tirait de son petit couffin sandwich un œuf qu'elle partageait avec sa sœur. Pour elle, nous habitions si loin qu'elle croyait venir en pique-nique. Et, tout en mangeant, petite fille jouant à la grande personne, elle donnait des conseils ménagers à sa bru, à peine patiente. Conseils inutiles, inadéquats, mais elle était ma mère, la grand-mère de mon fils et la belle-mère de ma femme. Elle avait des obligations. Depuis un moment, elle ne grignotait plus. Bon, elle a mangé, puis elle ne grignotait plus que du pain. Il ne lui restait ni œufs, ni anchois. As-tu des olives? Me demandait-elle. Je n'en avais pas. Non? As-tu un poivron salé? Je n'avais rien de tout cela. Mon pauvre enfant, ça ne m'étonne pas que tu maigrisses. Tu ne manges plus ce que tu aimes. Marie changeait de position sur son siège. La prochaine fois, dit la maman, je t'apporterai un plein bocal d'olives et un autre de poivron. Je l'assurai que cela ne manquait pas. Ah, assez. Tu en mangeais des quantités. C'était possible. Mais je devais avoir changé également là-dessus, puisque je ne supportais plus les salaisons à haute dose. Écoute, ma fille, elle s'adresse à sa bru, disait-elle à Marie, c'est très facile. Tu achètes 1 kilo d'olives au marché, tu les mets dans l'eau, pas besoin de les rincer. Car tu vas jeter cette eau. Tu changes l'eau tous les jours, 4 jours de suite, le 4e tu sales copieusement, tu ajoutes un morceau de citron et voilà, c'est tout. Ah, de temps en temps tu enlèves un peu d'eau, parce que tu sais, le sel laisse échapper de l'eau. Puis à moi, à son fils, puisque Marie ne le fera pas, écoute mon fils, achète plutôt des olives noires. Alors là, rien. Tu sales et tu manges, tu sales et tu manges. Un don de Dieu, mon fils, un don de Dieu. Marie se levait. Elle avait sa mesure pour aujourd'hui. Vous voyez donc cette écriture délicieuse et cette façon très, comment dire, à la fois complice, distante, critique, humoristique, de rendre compte d'une atmosphère, l'atmosphère de la cohabitation, ou bon, même provisoire, de la bru et de la belle-mère, donc dans une famille tunisienne et juive, peut-être que c'est encore plus remarquable. Bien. Alors, le Mirliton du ciel, c'est un recueil donc de poèmes. Je vais vous lire quelques poèmes courts. Donc, bon. Le premier, enfin, c'est un poème qu'il met comme poème d'introduction, en quelque sorte. Loukela se réveille. Pinas, le cordonnier, que Dieu le rende sourd, fait claquer ses bâtons
Applaudissant le jour, les volets se répondent en fidèles crécelles d'un Pourim permanent. Les futures aigrelettes, des nourrissons avides, secouent les jeunes mères, aux rêves de pucelles. Le jasmin abruni sur l'été d'oreiller. Les senteurs de la nuit quittent les lits des fées. À l'unique fontaine, au milieu de la cour, on se fait des faveurs avec des voix qui chuintent. Les chèvres du Maltais ont envahi l'impasse. Un pot allait ricoche au hasard des pavés. Les cheveux noirs bien lisses, ces grosses clés au poing, mon père se dépêche d'avaler son sorgho. Du fond de la cuisine, ma mère nous annonce que la table est servie. Et matin d'espoir embaume le café mort. C'est le premier poème du Mirliton du ciel qui rend compte donc de ces atmosphères tout à fait de familles tunisiennes pauvres. N'oublions pas, il s'agit de familles pauvres. Et c'est l'idée qui revient le plus, c'est ce qui impressionne le plus, c'est il ne s'agit pas du tout de quartiers juifs riches ou de familles juives riches, il s'agit de familles pauvres. Donc, alors, un autre poème, Seigneur, fais mourir Bédoucha. Seigneur, demain jeudi, c'est mon anniversaire. Tu me dois un cadeau. Fais-moi un grand plaisir. Fais mourir Bédoucha. C'est un homme cruel et qui vous craint à peine. Il mange la viande dans les plats à poisson. Ramous m'a raconté qu'il a mangé trifa dans un bistrot arabe à cause de Bédoucha. C'est vrai qu'ils avaient bu pour fêter dignement son Michel Iftikhar. À la synagogue, où il se rend très peu, même s'il paye sa part, il dort ou il ricane lorsque le bedeau parle. C'est un méchant voisin qui regarde les femmes avec indiscrétion dans leur déshabillé le soir à la fontaine, qui lance des cailloux dans le ventre des chats à l'heure des poubelles. Et puis, pour tout te dire, je lui dois de l'argent que je ne puis lui rendre. Seigneur, fais-moi plaisir. Pour toi, c'est peu de choses. Pour moi, c'est 100 dinars. Pour mon anniversaire, fais mourir Bédoucha. Magnifique. Un autre poème. Ces poèmes sont courts. Selon mon habitude, ce matin, j'ai prié. À Dieu, j'ai demandé de raccourcir le nez de Rachla, notre aîné, d'allonger le pied beau de son cadet Shloumo. C'est lui qui les a faits, à lui de réparer ses erreurs manifestes. Puis, j'ai donné à Dieu, jusqu'après la sieste, non, jusque après la sieste, le temps de réfléchir à 6 heures passées, n'ayant rien vu venir depuis bientôt 15 ans. Selon mon habitude, j'ai été me saouler. Alors, Tata Julie, il y avait beaucoup de juifs dans le quartier juif de l'Ariana qui s'appelait Julie. L'infirmière de ma mère s'appelait Julie à l'Ariana. Tata Julie, un bol de menthe fraîche des îles Kerkena, un narcisse étonné dans le pot de Venise, un rayon de soleil à travers l'ombre tiède, mes tempes effleurées par ses mains libellules et mes convalescences avaient un goût d'amande. On parle beaucoup du goût d'amande et du sirop d'orgeat dans son œuvre. Un poème qui s'intitule « Le voyage ». Une poignée de sel pour aveugler le mal, un morceau de charbon contre les regards noirs,
une pincée d'encens pour combattre les sorts, un œuf pour affronter les épines du monde, et sur le parchemin, les 7 bénédictions, tu peux partir en paix, te voilà protégé, mais reviens au plus vite pour que vive ta mère. C'est un poème qu'il écrit, donc c'est autobiographique, c'est comme ça que sa mère a accueilli ou vivait son départ, par ses gestes quotidiens, superstitieux, ces gestes vis-à-vis desquels Albert Memmi était sans compréhension dans la statue de sel. Il rejette, il critique, il dénonce carrément. Mais dans la poésie, c'est si vous voulez, l'autre Albert Memmi qui parle en lui, c'est le sentimental, et ça n'est pas contradictoire. Nous ne sommes jamais ou blanc ou noir. Bon, au niveau des idées, je dénonce ces superstitions, mais je chante et j'écris ce chant donc du départ tel que vécu et par sa mère. Je finis très vite. Alors, juste pour... oui, là, puisqu'on est à l'Alliance française, donc je lis ce poème intitulé « Les autres » sur le 14 juillet, sur les fêtes du 14 juillet, au local de la résidence de France. Le 14 juillet, à la Maison de France, des dames distinguées affirment la noblesse des poireaux vinaigrettes et du bœuf mironton. Alignés sur le grill, les têtes de mouton regardent avec reproche les badauds musulmans qui attendent leur tour en suçant leur kéfier. Le fandouk au cocher exhale en permanence l'air de Malta la douce, le crottin de cheval, la sardine grillée et la tomate à l'ail. À la vieille goulette, les maçons siciliens mangent des oignons crus et des babalucci qui grouillent dans leur ventre et les rend irascibles. Les Corses soupçonneux proclament sombrement qu'ils tireraient vengeance de qui mettrait en doute le goût indépassable des castagnes en fritelle. Plaignant tous ces païens que le ciel a punis par leur gloutonnerie, les privant à jamais des saintes voluptés dispensées par la loi. Bon, la loi rabbinique. Donc vous voyez comment il joue de tout cela, sensualité, mais en même temps pied de nez contre la foi religieuse. Et bon, je termine avec 122, c'est quoi ça? Oui, bon, plus pathétique cette fois. Ce soir, mes amis me manquent. Spinoza dit Nounouche, le fils du fer blantier, Luzzato de Livourne, le fils du poissonnier. Que sont-ils devenus? Soldeurs à prix de gros ou honnêtes comptables, mangent-ils en secret des grillades de foie dans des banlieues perdues? Ou, parfaits anonymes, enfants de la hara, qui aurait pu le croire, frileusement cernés par un monde inconnu? Mon ami le plus cher, Binas, le fainéant, marchand de verre opaque, pour les journées d'éclipse, m'aurait-il reconnu? Sa sœur devint putain à Sir Abdallah Gesh. S'est-il fait Makoro? Ou a-t-il réussi dans l'industrie du mal? Du nu. J'ai épousé la fille de monsieur le notaire, ma mère la bédouine, mon père le bourrelier n'en sont pas revenus. J'ai la Légion d'honneur, les palmes du mérite, et depuis je mendie sous les portes cochères chez le premier venu. Un baiser, s'il vous plaît, pour combattre le mal de la mélancolie. Ce soir, le cœur me brûle pour mes amis perdus. Et le dernier,
Ça, c'est le Parisien et la nostalgie et la souffrance de la séparation. Je finis par le dernier passage, qui est un poème en prose, le dernier passage du Mirliton du ciel, la Tunisie pour moi. La Tunisie pour moi, c'est mon père bourrelier, ma mère la bédouine, mon oncle le fileur de soie, les récits des artisans, chef la geôle, l'invisible, invincible, et Shha le niais. Le trésor insondable de mon enfance et de mes premières amours. La Tunisie, pour moi, c'est aussi la sèche élégance du bédouin, habit de sa misère, les oliviers crispés sur l'argile durcie dans leur farouche recherche de l'eau, le scorpion noir et la mandragore, la lune tueuse de nouveau-nés, la Tunisie, résumé de mes détresses, hors de laquelle pourtant je serai en exil. Voilà donc, j'ai essayé donc de citer dans 3 genres différents et 3 styles différents, ces 3, si vous voulez, 3 types d'écriture, l'essai, la poésie et le récit, qui rendent compte de ce côté très riche du personnage et du profil donc d'Albert Memmi comme romancier, mais aussi écrivain engagé, mais aussi poète. Voilà, donc je pense que la lecture de ces œuvres, qui ne sont pas, on cite souvent, comme l'a dit mon ami Hatem, on cite souvent la Statue de Sel, qui est le grand chef-d'œuvre, mais ces autres œuvres sont aussi importantes, sauf qu'elles sont beaucoup moins lues, beaucoup moins connues, et en fait, elles gagnent à être connues parce qu'elles rendent compte de la complexité de la richesse et de l'humour aussi d'Albert Memmi. Voilà. Bien, donc ce que je vous propose, c'est de rester dans la dynamique et prendre le temps qu'il faut tout en étant flexible. Nous avions prévu de terminer à 19h30, on va déborder un tout petit peu parce qu'il est quasiment 19h30. Et pour rester dans la dynamique, je me propose tout de suite de recueillir vos commentaires et vos questions. Ensuite, pour terminer, après les réponses de Samir Afifa, je vous lirai un petit extrait d'Albert Memmi, philosophe cette fois-ci. C'est celui qu'on oublie, et c'est un extrait du Testament insolent. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires ou bien des questions? Oui. Alors, merci à vous deux pour cette présentation qui était extrêmement intéressante. Ma question serait, est-ce qu'Albert Memmi a essaimé, est-ce qu'il a influencé des écrivains contemporains, que ce soit en Tunisie ou à travers les classes qu'il a eues à la Sorbonne? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des plumes qui se réclament de l'influence, de la pensée ou du style de Albert Memmi? Merci. On va regrouper les commentaires et les questions. Allez, Kazdar. Oui, je remercie mes collègues, Samir et Afifa. C'est un peu dans le prolongement, évidemment. Ne peuvent pas tout dire. Donc, tout d'abord un témoignage, parce que ces Tunisiens musulmans, disant qu'ils avaient fréquenté, quelles étaient leurs attitudes. Et j'ai eu l'occasion, en l'an 2000, nous avions participé à l'époque, Samir et moi, dans un colloque à la Sorbonne consacré à Albert Memmi. Et je me suis amusé à voir les personnages cités dans le Pharaon, du côté, donc il a cité les personnages, leur donner leur nom, mais on pouvait savoir à peu près qui était. Et j'ai eu 2 attitudes diamétralement opposées. Pour l'un, c'est une adoration, il m'a donné des documents du journal L'Action tunisienne, parce qu'en fait, c'est l'action de 1934. Non, le journal de Bourguiba, l'Action tunisienne, qui a été repris en 1956 pour devenir un quotidien,
et qui a été donné à Béchir Beni Ahmed. Et sauf que lorsqu'il avait critiqué, Beni Ahmed avait critiqué le truc que de la personnalité, il lui a dit l'article Jalid, donc il lui a repris. Donc c'est comme ça que le journal L'Action est resté jusqu'à 1987. Beni Ahmed a fait tout d'abord l'Afrique Action et ensuite Jeune Afrique. Alors j'ai eu une attitude très fair play, c'est quand ça se passait en 2000, donc l'un qui a donné, qui a reconstruit à peu près tout ce qui s'est passé. Deuxième remarque, aussi par rapport à ce qu'avait dit Samir, blanc ou noir, enfin aussi Afif avait parlé, en fait, il faut accepter quelqu'un qui est dans le déchirement, ou bien celui qui a théorisé cette identité incomplète, parce qu'on est tous tout ça à la fois, c'est-à-dire on est écartelés, on est tous à la fois, et il y a un texte que peut-être que le hasard a fait qu'il ne circule pas beaucoup, c'est qu'il avait donné au siège de l'UNESCO, j'étais présent en 1993, c'est la Tunisie qui lui avait rendu hommage, il a reçu un Nichel tunisien, donc c'est pour ça que c'est un peu dérangeant que l'État tunisien qui n'assure pas sa continuité, parce qu'un État tunisien qui donne à quelqu'un une médaille ou bien un signe de reconnaissance, le jour de la mort de ce monsieur, donc ils sont dans les archives de l'État tunisien, indépendamment, les personnes peuvent changer, mais les archives de l'État sont là. Donc c'est l'État tunisien, en mai 1993, il avait donné, je ne sais pas quel insigne de l'indépendance ou culturelle, etc. Mais en tout cas, lorsqu'un État donne à quelqu'un des insignes, donc il doit rappeler au moment de la mort. Ou bien il doit le radier. Oui, donc ce texte-là, il est très important, il est publié, j'invite les gens dans la revue Confluence Méditerranée, où il se définit, et c'est défini d'être à la fois juif, tunisien et français. Et il est les trois à la fois, et en même temps il rappelle une rencontre au moment de son arrivée en France avec le philosophe Flegg. Il lui dit je suis cela, etc. Donc qu'est-ce que je vais garder en arrivant? Il dit mais gardez-les, gardez ça. Et c'est très difficile de pouvoir garder. Je pense que c'est l'invitation aujourd'hui d'Albert Memmi, c'est comment faire la synthèse et comment être tout ça en même temps, parce que les Tunisiens sont ça, ces identités multiples, plurielles, qu'il doit les intégrer. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions ni de commentaires. Donc on va revenir vers vous, Samir, et vers vous, Afifa, pour faire la synthèse. On revient avec ça. Moi, je dirais juste deux petites choses avec votre permission. Est-ce qu'il a eu des successeurs comme théoricien, oui. Il est clair qu'il est cité, il est considéré comme, disons, avec l'ensemble de ses portraits, d'ailleurs qui ont été réunis par Guy Dugas dans un énorme volume appelé Portraits, les portraits donc du colonisateur, portrait du colonisé. Il a fini par un portrait du décolonisé, d'ailleurs après, sur lequel nous avons beaucoup discuté et que j'ai personnellement pas mal critiqué. Comme donc sociologue, comme penseur politique, il est clair qu'il a été quelqu'un qui a eu beaucoup de successeurs, de gens qui l'ont lu, qui ont été inspirés par lui. C'est le plus grand théoricien de la colonisation. Une traduction, oui, il est traduit des dizaines dans des dizaines de langues, partout dans le monde, des langues complètement inimaginables. Un de nos collègues, d'ailleurs, a traduit Portrait du colonisé, précédé par Portrait du colonisateur. Il a traduit ça en arabe. Comme écrivain, son influence, me semble-t-il, est un peu moins nette. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, c'est un classique. Et nous ne sommes plus à l'époque de l'écriture classique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui écrit
dont l'œuvre est lisible, dont l'œuvre est compréhensible, dont il n'y a pas... Bon, il s'est un peu amusé dans Le Scorpion, donc à écrire à la nouvelle manière, etc. Mais je dirais que bon, je pense qu'il a quelques successeurs. Il y a par exemple des chercheurs en littérature francophone, par exemple, qui ont noté, je ne sais pas, des affinités donc, entre son œuvre et celle de certains écrivains, mais surtout comme poète. Par exemple, on a parlé de ma propre littérature. On a dit que Samuel Mansour est influencé par Albert Memmi dans ce qu'il a écrit. Ça doit être vrai, parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément pratiqué et lu. Mais il n'y a pas que cela. Moi, je dirais qu'il est surtout connu à l'étranger comme étant un théoricien, comme étant un penseur, hein, plus que comme étant un écrivain. Mais c'est on n'a pas cité une de ses œuvres, par exemple Teresa et autres femmes, qui est un recueil de nouvelles aussi. Et il a pratiqué énormément de genres. Enfin, c'est quelqu'un pour qui l'écriture a été une solution. Justement, la synthèse est peut-être justement dont tu parlais, et peut-être je voudrais juste citer une anecdote qu'il m'a racontée la première fois qu'il m'a lu. Il nous avait raconté. C'est parce qu'il a eu Nishem Eftikhar de la part du Bey pour le statut de sel. C'est-à-dire, le statut de sel a été un événement. En Tunisie, ça a été le grand livre, un Tunisien qui, surtout avec la préface d'Albert Camus, enfin, etc., c'était quelque chose. Et quand le Bey, il m'a raconté ça, quand le Bey lui a donné Michel Eftikhar, il lui a dit tu as je pas que je me pourquoi il aurait préféré qu'un musulman et ce briller pas donc je réponds évidemment, Albert Memmi en France pratiquement il n'est connu que comme essayiste, c'est le théoricien de la décolonisation, essentiellement cela. Et puis bon, même concernant son œuvre de création, surtout la statue de sel, parce que c'était un peu la même époque, c'est le début. Pourquoi ce qu'il n'a pas eu vraiment, comme sociologue, comme là, il a eu ses héritiers, ses élèves, etc. Mais si on regarde sa poésie, évidemment, quand on regarde la poésie contemporaine, la poésie moderne, la poésie contemporaine, c'est une poésie abstraite, c'est une poésie qui se mire elle-même, c'est le texte qui parle du texte, le texte est le métatexte. Bon, lui, il est dans une expression poétique très classique, où on va trouver plutôt de la narration, de l'humour, une expression de l'émotion dite de la manière la plus simple, la plus nue. Il ne va pas craindre de parler de chicha ou de jasmin ou de couscous dans sa poésie. Vous voyez, évidemment, bon, il n'était pas du tout dans la mouvance moderniste et contemporaine. Même s'il y a parfois aujourd'hui un retour à une poésie qui n'est pas abstraite, parce que cette poésie le résultat c'est que personne ne la lit, cette poésie, hein. Bon, je pense à toi, Sarah, tu vois, je pense à l'écrivain pour moi tunisien, même s'il est français, qui, bon, tu me rappelles de son nom, j'ai ton écrivain, Gaspard. Bon, c'est un très grand poète, mais c'est hermétique, c'est difficile. Il n'y a que les universitaires, pratiquement, les chercheurs qui lisent
cette poésie-là. Le reste, pourquoi? À cause de cet aspect trop, justement, je dirais, érudit ou aride ou abstrait. Et Albert Memmi, il y a quelque chose dont il parle d'ailleurs dans La Terre intérieure. Albert Memmi n'a jamais suivi la mode littéraire. Il n'allait pas au salon, donc aux rencontres parisiennes. Il les fuyait, il pensait qu'on pouvait fabriquer, que la mode fabrique des écrivains, fabrique une littérature un peu artificielle, etc. Et donc, bon, il a essayé d'être ce qu'il a voulu être, un écrivain très classique. Est-ce que je peux ajouter juste un mot? Je voudrais donner un conseil de lecture à ceux qui aiment lire. C'est dictionnaire à l'usage des ingrédients. Dictionnaire critique à l'usage des ingrédients. Tout à l'heure, avec dictionnaire philosophique, parce qu'il est très influencé par Voltaire. C'est vraiment le nouveau dictionnaire philosophique du 20e ou de la fin du 20e siècle. C'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, c'est un livre qui n'est pas très lu. Mais c'est pourtant facile à lire parce que par article, on n'est pas obligé de lire tout. C'est vraiment magnifique. C'est quelque chose de très 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 fort. Il adorait ce livre. Il regrettait qu'il n'ait pas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il l'a publié 2 fois. En fait, c'est le Testament insolent dont tu vas parler, c'est ce dictionnaire. Il a écrit d'abord le Testament insolent et puis il a rajouté donc d'autres choses pour en faire le dictionnaire à l'usage des ingrédients. Est-ce qu'il y a des rebonds ou est-ce que je peux vous lire ce bref extrait? Très bref, 2 petits extraits. On y va? Très bien. Oui? Non, moi je voulais juste rebondir. Je suis indiscipliné, je bouge. Juste rebondir sur cette question de départ. Et comme vous l'avez très bien dit, parce que lui, il a pressenti justement qu'après l'indépendance, il va y avoir un genre de repli. Et ce qui est quand même saisissant, c'est qu'il comprend. C'est ça. Il donne raison. C'est ça. Presque il dit. Il admet. Voilà, il admet, il dit presque qu'il a envie de dire à leur place, on aurait fait la même chose. Presque. Voilà, presque. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, il admet. Et c'est pour ça qu'il est admirable. Oui, exactement. Parce qu'il imagine, comment dire, il pense, il réfléchit à une situation et il fait abstraction de lui-même, de ce qu'il ressent, etc. En disant, oui, les pays jeunes ont tendance à se fermer sur eux-mêmes. La religion, par exemple, est très importante pour la cohésion sociale d'un pays. Et donc, même Bourguiba, dont les rapports avec la religion étaient particuliers, il a joué quand même aussi cette carte. Et du coup, donc, ceux qui étaient d'une autre religion étaient non pas persécutés, mais laissés un peu de côté, quoi. Et donc, ce qui est formidable, comme tu le dis, c'est qu'il le comprend. Il dit, c'est normal. C'est comme ça. Ça me fait souffrir, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il est parti en réalité. Et je critique d'ailleurs les socialistes qui n'ont pas vu ça. Oui, tout à fait. Merci. Bien, alors merci beaucoup pour les commentaires et pour les rebonds. Je voudrais vous lire ces 2 extraits, je pense que vous allez les apprécier. Ce sont des extraits brefs mais très éclairants. Et je voudrais faire quelques remarques préliminaires. Samir l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même la préface de Camus qui a beaucoup aidé à la diffusion de la statue de Seine. Et il y a eu aussi la préface de Jean-Paul Sartre qui a beaucoup aidé à la diffusion du portrait du colonisé. Et donc vraiment, Memmi était adoubé dans son entrée en littérature et en réflexion. Deuxième point, je lisais il y a quelques jours un entretien d'Édouard Saïd dans lequel il parlait de l'hybridation, de l'interculturalité, des identités multiples, etc. Et il posait un point très intéressant à mon sens, et je m'étais dit à ce moment-là, dommage qu'il n'ait fallu Memmi. Qu'est-ce qu'il posait comme point? C'était la proximité, mais qui n'en était pas une véritablement, entre Michel Foucault et son histoire de la folie, et Frantz Fanon et les damnés de la Terre. Pourquoi il le posait? Parce qu'il disait que Foucault, en faisant sa généalogie de la folie, fermait en quelque sorte
une certaine forme de pensée. C'est-à-dire que c'était un texte qui clôturait quelque chose. Et en même temps, il soutenait que Frantz Fanon, avec cette année de la Terre, ouvrait autre chose. Et justement, lorsqu'on pose entre les deux Albert Memmi, on se rend compte que sa littérature est une littérature de l'hésitation. C'est-à-dire qu'il posait les problèmes, mais qu'il ne décidait pratiquement jamais. Et je crois que ce point mérite d'être posé. D'autre part, c'est bien, Samuel, merci d'avoir salué le travail véritablement en profondeur et en hauteur de Guy Dugas, parce que Guy Dugas continue à publier le journal d'Albert Memmi, il est en plein dedans, il est en train de travailler quasiment jour et nuit pour être au rendez-vous du 100e anniversaire. Et c'est un point, à mon sens, important d'avoir cité ce monsieur qui a vraiment donné sa vie à Albert Memmi. Il me fait penser à Posidius de Calame dans son rapport à Saint-Augustin. Et c'est vraiment grâce à Dugas, grâce à vous également, Samuel Malzouk et à Rafif Malzouk, depuis le début d'ailleurs en Tunisie, que nous connaissons mieux et apprécions plus Albert Memmi, qui d'ailleurs avait été longuement évoqué au début des années 80, au milieu des années 80, lorsqu'il a publié cette première anthologie de la littérature maghrébine de langue française, où il avait été très contesté, mais en même temps, beaucoup de Tunisiens se rendaient compte qu'il y avait un écrivain majeur tunisien, assumé, qui ne vivait pas en Tunisie. Voilà, je voulais juste marquer ces quelques points et vous lire ces deux extraits. Un journaliste a demandé à Jean Val, l'un de nos maîtres en Sorbonne les plus intéressants, pourquoi il pratiquait la philosophie. « C'est pour gagner ma vie, répondit-il malicieusement. Il ne voulait pas s'étendre sur une affaire trop complexe. Si, poursuit Albert Memmi, on me posait la même question, je dirais que c'est parce que la recherche de la vérité est l'une principale condition de la sagesse. Je crains de paraître désuet, mais je pense que la sagesse serait le plus beau cadeau que l'on pourrait se faire à soi-même et même aux autres, car elle ouvre la voie à la sérénité. J'ai hésité, ai-je dit, entre philosophie et sagesse parce que leur contenu me semblait très proche. J'ai finalement préféré celui de sagesse. J'aurais bien gardé le terme de philosophie s'il n'avait été employé à tort et à travers et s'il ne rebutait les gens par la faute de certains philosophes. De même que certaines peintures, musique ou littérature ont découragé beaucoup d'amateurs. En choisissant celui de sagesse, je ne fais d'ailleurs que reprendre le sens étymologique, philosophia, signifiant amour de la sagesse, laquelle devrait avoir un double but, dépendant l'un de l'autre, bien conduire sa pensée, afin de bien conduire sa vie. J'y ai ajouté un troisième dessein, celui d'y trouver du contentement. Car pourquoi tant d'efforts si l'on ne retire pas satisfaction? Je vais y revenir, retenons pour le moment cette définition tricéphale, celle du moins que je me suis proposée. Il serait donc logique, avant de conclure par quelques leçons de conduite que l'on envisage d'abord, les meilleurs moyens d'atteindre la vérité. On n'édifie pas une sagesse sur l'erreur ou sur le mensonge. Quoi qu'il en soit, de ce débat langagier, il s'agit toujours de nous demander de quelle portion du réel allons-nous nous occuper et quelle méthode devons-nous employer pour arriver à en rendre compte. Voilà, c'est un texte qui est très pertinent à mon sens. Et voici le texte qui clôt l'ouvrage que j'ai entre les mains, du Testament insolent. Il est très lumineux également. Albert Memmi écrit, en bouclant ce testament, je m'aperçois que si j'ai vérifié quelques cohérences, j'ai aussi constaté mes perplexités, au point que, comme souvent du reste, je me dis que j'aurais dû le rédiger autrement. Par exemple, ai-je été assez insolent, comme je m'en suis targué, aussi indulgent que je le souhaitais quelquefois, aussi clair que je m'y suis efforcé, ai-je omis une part de ce que je crois essentiel. Un jour, peut-être, ferai-je mieux, si le temps m'en est donné, mais comme dit l'Ecclésiaste, que je pratique souvent, il y a un temps pour tout. En attendant, il faut savoir terminer un livre et clore un bilan. Puis-je, au moins maintenant, en tirer quelques conclusions. Un enseignement plus général et en déduire la meilleure conduite qui pourrait s'en suivre, puisque ce devrait être en effet la double tâche de la philosophie, quelle serait, pour moi du moins, la véritable sagesse. Je me demande quelquefois si j'ai pu ajouter mon grain de sel à cette affaire.
J'ai l'impression que tout a été dit. Je suis un peu embarrassé lorsque je pense, par exemple, à Épictète et à Épicure, mes deux modèles les plus fréquentés, même s'ils semblent contradictoires. Une anthologie de leurs écrits, malgré la précarité des textes qui nous sont parvenus, en y ajoutant quelques commentaires peut-être, suffirait absolument. C'est ce qu'a fait Montaigne, qui est en somme notre Plutarque. Comme lui, j'aurais voulu constituer une espèce de livre des sagesses. J'y aurais montré que, loin de s'exclure, les différentes sagesses se répètent ou se complètent. Et parce que, loin d'être un laissé-pour-compte de l'âge, la sagesse est le but le plus rentable pour tous les âges. Voilà donc deux extraits du Testament insolent qui sont comme un contrepoint à tout ce qui a été dit sur la littérature, les essais, la poésie. Et je voudrais vraiment que nous saluions comme il le faut Samir et Afif Amalzouri pour ce qu'on a fait.